Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur YouTube ou sur Twitch pour un tout nouvel avant-match. On joue le mercredi et donc l'avant-match se passe le lundi soir. C'est vrai que c'est un horaire un peu inhabituel, mais on va commencer à prendre le pli avec ces matchs en semaine. C'est un deuxième match de Ligue 1 en semaine. On avait déjà eu le match face à Reims qui s'était un peu mal passé, où c'était une journée de Ligue 1 en semaine un mercredi soir. On sera encore mercredi soir sur Prime Video pour un nouveau match de l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois à domicile, cette fois-ci normalement avec du public, puisque l'Olympique Lyonnais sera à domicile face au FC Metz. Avec moi pour faire cet avant-match et pour donc pouvoir parler de Metz, il y a Tassour. Bonsoir Tassour. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoute, j'espère qu'on va enfin voir un match de football et pas un match arrêté. En tout cas, c'est mon espoir pour ce match. C'est vrai, vous pourrez suivre, si le match se termine, l'après-match en direct sur Twitch et sur YouTube, toujours sur la chaîne Football, il n'y aura pas de problème, ce sera Tassour avec Ferran et avec Tekken. Mais bien évidemment, puisqu'on est dans un avant-match, on accueille avec nous un invité de l'équipe adverse. Enfin, un invité de l'équipe adverse, c'est pas du tout ça la bonne formulation. Un supporter, un suiveur de l'équipe adverse. Et comme on parle de Metz, on a invité Socket qui est avec nous et qui est une personne qui suit le FC Metz avec son, je veux dire, son collectif de supporters. Mais c'est pas vraiment ça, son compte de supporters. Il fait des podcasts. La Maison du Grenat. Bonsoir Socket. Bonsoir tout le monde. Écoutez, très heureux d'être parmi vous pour parler d'un match en semaine, hein. Toujours très marrant ce genre de situation. Mais non, je suis vraiment très content d'être là avec vous. Parle-nous très rapidement de ton rapport avec Metz. On a envie de savoir un petit peu depuis quand tu es fan du FC Metz. Alors, il faut remonter au début des années 2000. Euh, Très jeune, mon père, une fois, m'a emmené au stade. Et c'est à une époque où j'étais pas du tout intéressé par le football. Premier sport, c'était le judo. Et du coup, il m'a emmené une fois là-bas, début des années 2000. Et puis j'ai accroché tout de suite, quoi. Et j'ai pas lâché Metz en tant que supporter et spectateur aussi. Même quand il y a eu la fameuse époque sombre de la descente en nationale qui a amené beaucoup de choses par la suite. Et donc, voilà, quoi, malgré les différentes saisons un peu en ascenseur du FC Metz, je continue à avoir des périodes de souffrance, comme un peu actuellement, et puis des périodes un peu plus de joie quand il y a des montées, des soi-disant titres comme les titres de Ligue 2. Mais donc voilà quoi, c'est l'ascenseur émotionnel. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu triste. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Tu donc es membre. Enfin, c'est vrai que je vais être totalement transparent. J'ai même pas demandé si jamais c'était un collectif ou si jamais t'étais tout seul derrière ce compte de la Maison du Grenat. Alors, à la base, en gros, j'ai eu l'idée à un moment donné où dans le cadre un peu notamment de mes études supérieures, je voulais lancer quelque chose, sur, un sujet en particulier qui me tenait à cœur et donc c'était le FCMS et pendant quasiment 2 ans, j'avais un compère qui lui était un ultra fan aussi de Metz. Alors pas ultra, mais il est très, calé aussi sur Metz et du coup, on a un peu répliqué un modèle que l'on avait fait, nous-mêmes. C'est que des fois, quand on parlait de Metz, on parlait de Metz pendant des heures au téléphone, des fois pendant 3 4 heures sans s'arrêter. Et du coup, D'accord, je me ouais. suis dit, ça pourrait être très marrant de reproduire cela, mais dans un contenu. Et c'est pour ça que il y a pendant à peu près 2 ans, quand nos situations professionnelles le permettaient, ça nous arrivait de faire des débriefs de matchs de plus de 50 minutes qu'on enregistrait et qu'on mettait sur YouTube, peu importe la durée, enfin, on s'en foutait quoi. Et, D'accord, euh, ouais. et donc c'est un peu l'idée qu'on a qu'avec mon compère Grenat Forever, puisque là j'ai vu que tu montres l'entête du compte, Oui. qu'on faisait les duos. Professionnellement, c'est devenu un peu plus compliqué pour lui et moi, notamment pour moi parce que je dois un peu m'adapter. Donc maintenant, je fais un peu plus des contenus solo, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Mais voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du FC Metz, la Maison du Grenat, arrobase la Maison Grenat, et vous pourrez suivre le principal de l'actualité concernant le FC Metz. On va dérouler tout doucement le fil de ce live, parler de Metz, continuer de parler des Grenats, le surnom du FC Metz, parler des derniers matchs, les deux derniers. On va faire un dernier récap sur le dernier match de Ligue 1, parce qu'on est quand même en Ligue 1, on n'est pas dans un match de coupe, et puis le dernier match d'un point de vue chronologique avec, faut quand même en parler, même si ça doit être compliqué côté messin, ce dernier match de Coupe de France qui a été, une dure souffrance. Oula, c'est sûr que alors c'est compliqué parce que, bon, évidemment, factuellement, perdre contre Bergerac, qui, mine de rien,
et pas non plus, je veux dire, dans leur championnat, ils sont premiers, enfin dans leur groupe, pardon, de N2, ils sont premiers. Mais bon, ça reste comme une N2, donc tu as un petit peu le sentiment quand même de honte, hein, de ne pas avoir réussi à faire la différence dans le temps réglementaire. Ça s'est joué au tir au but, comme certains ont pu le voir. Après, c'est sûr que quand tu entends les réactions du coach Antonetti, El Famoso, qui subtilement te dit que finalement c'est pas une si mauvaise chose d'être sorti si tôt de la Coupe de France. Comme ça, on va pouvoir au moins se concentrer sur le championnat et qu'après tout, tant qu'on fait pas une demi-finale, c'est pas important la Coupe de France, enfin minimum. Tu te dis que finalement en interne, en tout cas pour le staff et pour le coach, on prend pas cette sortie de la Coupe de France comme étant quelque chose de catastrophique. Alors, ce qui est un petit peu, je sais pas, un peu navrant, un petit peu indigne quand on entend ça. Mais il faut comprendre que c'est ce que pense un peu le coach aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, on a c'est vrai que, il y a cet adage qui dit: «Bah, éliminé de Coupe de France, on peut à fond se concentrer sur la Ligue 1». Une Ligue 1 où on le verra un peu plus en fin de live quand on parlera des enjeux, vous êtes un petit peu mal enfin, vous êtes un peu mal placé, vous êtes mal placé, on va pas on va Oui. pas on va pas on va appeler un chat. Malgré une belle victoire lors de la dernière, rencontre de Ligue 1, c'était, il y a une semaine de ça, un peu plus, 8 jours, face, à Lorient, où vous l'avez emporté 4-1 à domicile à Saint-Symphorien, face à une équipe de Lorient qui est en très, très grande difficulté aussi. C'était une victoire, comment tu l'as vécue toi de ton côté? Est-ce qu'elle était convaincante? Est-ce qu'elle t'a plu cette victoire 4-1? Alors avant de parler du match en lui-même, il faut comprendre le contexte du FC Metz à domicile. Vas-y. Heu, c'est que en tant que supporter, spectateur au stade, on n'avait pas vu une victoire du FC Metz de nos propres yeux, au stade depuis le 25 octobre 2020. Oui, et c'était la seule équipe, je crois, Metz, qui n'avait toujours pas gagné à domicile en championnat. Oui, Av c'est cette saison. avant le match face à Lorient. Oui, 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 cette bien saison, sûr, je c parle. cette saison, mais pour te dire à quel point les choses allaient très loin, c'est que depuis le 25 octobre 2020, on n'a pas vu une victoire de nos yeux au stade. C'était contre Saint-Étienne, petit clin d'œil, heu et du coup, bah, forcément, 1 an et quelques jours, semaines plus tard, tu as ce match un peu important contre Lorient, où clairement on est tous dans l'état d'esprit où la manière on s'en fout un peu et les joueurs l'ont un peu fait comprendre aussi que la manière on s'en fout un peu, le but c'est le résultat. C'est-à-dire, la victoire, et rien d'autre, quoi. Et donc, la manière comptablement, tu mets 4 buts, tu prends un assez rentable. Mais bon, dans les faits, il faut pas oublier que c'est, 4 buts marqués sur 3 tirs cadrés, un but contre son camp. 3 buts sur 4 donc viennent de coups de pied arrêtés, dont un coup franc direct. Je veux dire, le résultat est lié, mais on va s'arrêter là, quoi. Oui, Parce d'accord. que voilà, parce que la manière, clairement, tu peux pas aller sur le terrain du débat, enfin, tu peux aller sur un débat, sur la manière parce que on frise l'indécence, quoi, tu vois? Donc on a eu des miracles, un coup franc direct rentrant, ben, le buteur qui a été aussi le passeur, hein, sur les 2 autres buts, qui donnent un sur corner et l'autre sur coup franc. Ouais. Mais après ça reste que, ouais, c'est des miracles, mais bon, les miracles, le problème c'est que c'est pas une stratégie, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui au long terme va permettre au club de se maintenir. On va passer, à un autre petit sujet, un joueur dont j'avais envie qu'on parle un petit peu et c'est vrai que ça rejoint le match face à Lorient où d'ailleurs il a inscrit un but, c'est Farid Boulaya. C'est un joueur sur lequel j'avais vraiment envie qu'on discute, qu'on parle 30 secondes. Quel est ton avis sur Boulaya très rapidement? Parce que pour être tout à fait transparent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Le joueur me plaît énormément et c'est vrai que le profil est enthousiasmant. C'est un joueur qui donne envie de regarder le football. Alors oui, c'est sûr que lui, il est, de la catégorie des joueurs qui aiment le beau jeu, qui aiment produire le beau jeu. Ce qui est un peu, on va dire, qui est un petit peu totalement, comment je peux dire ça? C'est un peu un extraterrestre quoi dans l'équipe, quoi. Parce que finalement, les profils de joueurs techniques à Metz, historiquement, ça n'a pas toujours été ça qui a été recherché depuis les dernières années. On était plus sur des joueurs qui physiquement en imposaient, mais techniquement, c'est un autre débat. Et lui, clairement, il a un pied qui est phénoménal quand il est, aussi bien en forme physiquement, mais surtout mentalement. Et c'est sûr que sur cette saison, il y a eu un retard à l'allumage qui a été forcément, un peu terrible pour Metz, hein, parce que, bah, ils pensaient qu'il allait partir durant le mercato d'été D'accord. 2021. Parce qu'il faut rappeler juste que
pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Boulaya, il est libre à la fin de la saison et D'accord. lui ne voulait pas prolonger parce que lui, il voulait un peu quand même forcer son départ durant le mercato d'été 2021 et du coup, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Sans trop pour autant, est-ce qu'il y a eu des offres de vraiment, intéressantes ou pas, mais le fait est qu'il n'est pas parti et que, aussi bien Metz ne s'y attendait peut-être pas, mais lui ne s'y attendait pas non plus et on voit qu'il a retardé dans sa préparation, qu'il a retardé au démarrage et que, ben, oui, il va te donner des coups d'éclat, comme on l'a vu sur Lorient, comme on a pu le voir sur, d'autres matchs. Mais ce que je dirais surtout aussi de Boulaya, c'est que donc, techniquement, assez incroyable ce qu'il peut le faire, mais par contre, c'est un joueur qui est quand même le symbole de l'inconstance. C'est-à-dire que Oui. même la saison dernière, qui est probablement sa meilleure saison au FC Metz, il y a un immense passage à vide, du mois de mars jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui impressionne par son talent et par son irrégularité. J'ai presque envie de dire, mon cher Tassour, que certains détracteurs lyonnais, pourraient également donner les mêmes attributs à Oussem Aouar. Je sais pas comment tu je te lance un peu la patate chaude. Non, mais écoute, Oussama Aouar, c'est un peu le joueur bourré de talent qui, on sait, peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement au club. Et je pense que oui, ça représente un peu ce style de joueur explosif, ultra inventif, qui peut, un geste décisif peut venir de nulle part, mais tu sais pas quand, quoi. Donc, si Ouais. tu peux être un peu déçu si tu en attends beaucoup, mais si ce genre de joueur décide de faire quelque chose de fou, bah, il le réalise et c'est génial, quoi. Ouais, c'est sûr que ça fait toujours, plaisir de voir un joueur comme Boulaya, comme Oussem Aouar. Il y a plein d'autres cas en Ligue 1 de joueurs de ce style, capables vraiment de faire des choses totalement différentes, totalement d'un autre monde. On va passer à une troisième rubrique, les absents, tout doucement se rapprocher sur le sujet de ce match entre, l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. L'Olympique Lyonnais, donc on parlera des absents juste après. On commence par les visiteurs avec Metz qui devrait se déplacer, du côté, de l'Olympique Lyonnais avec 3 absents, enfin 2 déjà sûrs, Pape Matar Sarr et Vincent Pajon, tous les 2 suspendus et avec normalement également, l'absence, sur blessure de Lamine Gueye. Le dernier joueur que vous voyez qui est en bas à droite, c'est Thomas Delaine, mais il devrait être là. Il avait été annoncé comme, légèrement malade en conférence de presse par, Fred Antonetti et au final, il était quand même sur la feuille de match contre Bergerac. De ce point de vue-là, ça devrait aller. C'est des absents de grande importance, Pajot et Matar Sarr au milieu de terrain, mon cher Socket. Oui, d'autant que alors, oui et non, c'est-à-dire que le Sarr que l'on voit actuellement depuis le début de la saison n'a rien à voir avec le Sarr de l'année dernière. Oui, parce que en plus, pour rappeler, Pape Matar Sarr, l'année dernière avait été peut-être le meilleur, Messin. Il est parti depuis à Tottenham qui ensuite vous l'a reprêté. Je dis pas d'erreur. C'est ça, on l'a OK. vendu, et je pense que pour l'instant nous avons, escroqué de manière brillante, Tottenham sur le sujet. Donc nous sommes très heureux de parce qu'on dit souvent que l'Angleterre pille la France. Là, nous sommes très contents d'avoir pillé le compte en banque de Tottenham sur ce coup-là, pour le moment, hein, bien sûr. Vous l'aviez vendu combien? 25 millions d'euros. Ah Ce oui. qui, après une saison et compte tenu de ce qu'il est en train de faire en ce moment, est un vol, absolument magistral pour le moment. Oui, du coup, pour Et revenir sur son absence, c'est vrai que cette année, par contre, c'est un peu plus en dents de scie. oui, et c'est là où on s'est beaucoup posé des questions de est-ce qu'il avait digéré le transfert? Est-ce que, entre guillemets, «son esprit n'est pas déjà vers l'Angleterre?» Il y a aussi peut-être, mais même ça, est-ce que, par exemple, le changement d'entraîneur à Tottenham, commence déjà à le trotter dans la tête? Enfin, plein de choses, où on se pose des questions de pourquoi est-ce qu'il est pas du tout dans le même état d'esprit que l'année dernière. Donc je dirais que ça, dans une moindre mesure, bon. Après, c'est le Pajot qui est un peu embêtant parce que le Pajot, depuis 2 matchs, est très, très chiant pour l'adversaire à affronter parce que Pajot, qui a beaucoup joué entre le poste de numéro 6, mais des fois aussi le poste, un peu de, je dirais, de milieu central droit, comme on l'a vu contre Lorient notamment. C'est dans ce dernier registre, en fait, où là, depuis 2 matchs, il est très, très embêtant pour l'adversaire. Et du coup, le fait qu'il ne soit pas là,
est un vrai problème parce que c'est un vrai harceleur de l'adversaire. Il a un gros volume de pressing et donc lui, par contre, son absence, est très problématique et je vois que dans le chat, ça a parlé. Ça va donc permettre forcément à un jeune comme, Boubacar Traoré, très jeune joueur, d'occuper peut-être le milieu de terrain, pour compenser le départ enfin l'absence de l'un de ces 2 joueurs, hein. On parlera des compositions probables de ces 2 11 qui pourront s'affronter mercredi soir à 21h. Pour le moment, on se concentre sur cette formation de l'Olympique Lyonnais puisqu'on revient sur l'OL avec ses absents. Tassour, je te laisse la main. Normalement, 4 joueurs absents et encore, on attendra la conférence de presse de Peter Bosz demain après-midi. Yes, pour l'instant, 4 joueurs absents donc, avec tout d'abord le latéral gauche, Enrique, qui s'est blessé. Ouais, il s'est claqué contre, pas contre Paris, match d'avant, contre le Paris FC, c'était avant le Paris FC, j'ai déjà le trou de mémoire, contre, Lille, pardon. Contre Non, Lille. c'était contre Lille ou Bordeaux? Oh bordel, oh le Le dernier, professionnalisme. le dernier Oh là match. là, En fait, on a, C'est Lille, contre on a Lille, contre tellement. Lille, c'est contre Lille, C'est c'est contre contre Lille. Lille. contre Lille. C'est contre Ouais. Lille. En fait, on a tellement notre calendrier qui est bouleversé avec Il les n'a matchs aucun arrêtés en sens. plein milieu qu'on perd la notion du temps. Bref, donc ouais, Enrique blessé, mais bon, c'est pas grave, vu que c'est notre remplaçant au poste de latéral gauche. Évidemment, ce sera Emerson normalement titulaire. Jeffrey Adelaide, toujours absent, mais on l'a vu sur des vidéos, notamment c'est Ryan Cherky sur Insta qui a mis en story Jeffrey Adelaide qui faisait des tractions, donc ça va beaucoup mieux hein, pour lui. Il se remet pour. Oui, Voilà, il est en fin de. il Il est est de en fin retour à de. l'entraînement, c'est Voilà, simplement retour qu'il est encore à pas en forme. l'entraînement. Il va revenir après, après les fêtes, c'est sûr. Absent depuis le mois de février, hein, quand même. Ouais, il s'était une première fois blessé, hein, je le rappelle, en même temps que Memphis Depay, il est croisé en 2019. Ouais, Et puis une décembre. seconde fois, quand il était prêté à l'OGC Nice, il s'était refilé croisé. Bref, un petit peu 2 saisons cauchemar pour Jeffrey Nadain, mais bon, il revient, on espère qui sera du voyage pour la seconde partie de saison. Ensuite, 2 défenseurs, et pas n'importe lesquels. Jason Denayer, qui en a pour 2 mois, je crois. Ouais, 2 Qui en mois a après pour 2 mois. une grosse entorse au niveau de la cheville. Mm. Et encore, Euh, on pensait que ça allait être plus. ouais, Donc, ils s'en tirent. Bon, avec 2 mois quand même, mais ils s'en tirent bien, entre guillemets. Et puis, Diomandé qui, pareil, reviendra après les fêtes, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui prendra sûrement ce poste de titulaire dans la charnière de l'OL, et voir, même s'il y a une défense à 3, il y aura des jeunes, en tout peut-être les cas. 2, hein. Il y aura, Il y aura Lukeba Sinali et qui Sinali, Diomandé, Castello Lukeba, Junior, faut pas oublier de Junior, et Jérôme Boateng. Donc voilà pour les absents. ça va être une vraie course, contre la montre pour Sinali Diomandé qui va également espérer pouvoir revenir, dans la course pour la CAN puisque la CAN débute au mois de janvier et il pourrait être l'un des défenseurs centraux, peut-être pas titulaire, je ne crois pas qu'il est titulaire, mais en tout cas dans les 23, de la Côte d'Ivoire pour cette CAN et c'est vrai que peut être, ça sera très short concernant sa possibilité à participer à la CAN. Ceci étant dit, on va passer à la deuxième très grosse partie, de ce live, parler de, l'histoire un petit peu, de cette formation, du FC Nantes. Le FC Nantes Du FC qui, Nantes. C'est Du pas le FC FC Nantes. Metz, du FC Le FC Nantes, Metz. même n'importe si j'aime quoi, bien mes le amis FC Metz. nantais, C'est pas le bon côté de la France. voilà, Dédicace à nos amis nantais, on n'est pas du tout on n'est pas du tout en Loire-Atlantique, non, non, on est bel et bien ah non, on à est bel et l'opposé. bien Ou on est bien et Lorraine. bien dans l'est. C'est ça. On est à Metz, excusez-moi. Le FC Metz, fondé en 1919, ça s'appelait à l'époque le Cercle Athlétique Messin, le CAM, qui débute donc à ce moment-là en division d'honneur de la poule Lorraine. Voilà, voilà. Et c'est l'une des équipes qui a ce palmarès d'avoir quasiment raté aucune édition de Coupe de France depuis leur création, à l'exception bien sûr de la période d'occupation en Seconde Guerre mondiale. On parlera parce que ça a eu quand même un énorme impact là-dessus. Le FC Metz, donc fondé en 1919 et en 1923.
pour être tout à fait honnête, j'avais totalement oublié que le match était à Lyon. Je me suis dit: «Bah, le match est à Metz, on va parler de Metz et on va parler de son stade». En 1923, la fondation, la création, bon, il est pas aussi beau que celle que vous avez à l'image, mais le stade Saint-Symphorien qui est l'un des stades les plus vieux, de Ligue 1. Bon, je pense qu'en tant que supporter, messin, tu as dû y aller plusieurs fois, Bah, oui et puis en plus à maintenant l'O je vis carrément à côté maintenant donc j'ai même plus ah bah, c'est d'excuses. magnifique. J'ai même plus d'excuses maintenant, quand j'habite à peu près allez à quoi? 15 minutes à pied donc non, j'ai plus d'excuses, je passe forcément à côté tous les jours et donc forcément pour les matchs, il y a pas de souci, hein. Le stade de Saint-Symphorien, c'est Saint-Symphorien, on est d'accord, qui avait été en rénovation, plusieurs tribunes ont été refaites, c'est ça? Alors il y a une tribune qui a été refaite donc Une sur tribune? l'image que tu as à l'écran justement, c'est celle qui est tout en bas, qui s'appelle OK. la tribune sud donc elle a été refaite entièrement, avec notamment, l'idée d'essayer de plus seulement faire qu'un outil pour les matchs de football, mais aussi d'en faire un outil événementiel, aussi pour les séminaires, donc de pouvoir mettre des espaces, autres que le football, pour justement diversifier le plus possible les revenus et ce qui est à noter, c'est qu'en bas à gauche de cette tribune, sud, il y a un angle qui a été construit en fait, qui D'accord. est un angle où il y aura des places assises, où là, il y a aussi d'autres installations et le projet, après, le projet évolue beaucoup forcément à cause du covid notamment de est-ce que et puis aussi la situation sportive de Metz, hein, peut-être qu'il va avoir une influence dessus. Potentiellement en bas à droite de cette tribune sud donc, avoir, la construction d'un autre angle pour fermer en fait les 2 angles, à Les côté 2 de cette tribune, virages. quoi. C'est ça. OK, OK. C'est vrai que c'est un projet intéressant et c'est vrai que, il y a de plus en plus de projets, de rénovation de stades, en Ligue 1. J'en ai parlé tout à l'heure, malgré moi, le FC Nantes qui veut construire son nouveau stade. Il y a le stade de Brest aussi qui est en construction. Il y a toujours les tractations concernant Marseille et Paris pour récupérer leurs stades respectifs et pour en devenir propriétaires. Lyon évidemment, puisque nous sommes l'Olympique Lyonnais, qui a construit son propre stade et c'est vrai que, bon, pour ce qui est de Metz, le stade n'appartient pas au FC Metz, on est d'accord? Alors, si, en fait, enfin, oui Si? et non. Comment expliquer? En gros, C'est si, en fait, ce qui se passe, c'est que, la mairie de Metz, qui était, propriétaire du stade, a cédé, dans un bail de location particulier. Alors là, par contre, accrochez-vous au niveau des oreilles, ça s'appelle un bail amphithéotique, oh! d'accord? En gros, en fait, il faut considérer ça comme un bail entre guillemets, comme si enfin, en fait, ce qu'ils peuvent pas v ils ont pas vendu le stade en tant que tel, mais en gros, c'est un bail qui, je crois, peut aller jusqu'à, je crois que ça peut dépasser les 99 ans de location, en gros et en fait, tu peux faire ce que tu as envie dedans, en gros. Donc en fait, D'accord. c'est comme si c'était on te le vendait, mais en gros, il y a quand même l'idée d'un bail, de location. Mais en gros, tu fais ce que tu as envie dedans, tous les revenus que tu en tires, c'est pour toi. Et ça c'est, donc quand ils ont obtenu ce bail-là, ils ont pour justement héberger ce bail, ils ont créé une société qui s'appelle le FCMS, Stadium, qui en fait est cette société qui n'est pas la société du club, hein, puisque la SASP du FCMS, c'est une société à part, qui a donc le bail et qui, hors période de match, peut, utiliser tous les espaces pour faire des événements, des séminaires et l'idée qu'il y a derrière, c'est bah, déjà pour commencer, c'est si un jour le club de Metz, par hasard, tombe en faillite, le bail ne tombe pas également dans le Ouais, panier. Il est toujours OK. détenu par cette haute société et l'idée surtout, c'est que les revenus que va faire cette société, qui est un peu une société immobilière, hein, si l'on veut, on les rassemble avec celle de la SASP, donc du club et c'est ce qu'on va montrer à la DNCG en fin de saison. D'accord. OK, OK. Bah, Voilà. c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est des petites, considérations techniques qui sont hyper importantes et hyper intéressantes et je ne regrette pas d'avoir fait cette erreur et de penser que nous étions à l'extérieur, nous sommes bien à domicile. Le match sera donc au Groupama Stadium, mais on peut parler de Saint-Symphorien. On va parler de nouveau, on va continuer de parler de cette équipe du FC Metz, parler de son histoire, parler donc du fait que à l'image, vous avez, je ne pense pas que ce soit l'année 1932 exactement, mais l'une des photos des années 1930, puisque le FC Metz devient un club professionnel en 1932 et c'est vraiment un club, le FC Metz, qui va être, bercé, on va dire, par, plusieurs grands présidents qui auront eu, il y a eu très peu de présidents. Il y a des clubs comme ça, où on a un nombre de présidents impressionnant. À Metz, c'est pas trop ça, puisque on a
2 présidents que vous voyez à l'image avec à gauche, bon là l'image est un petit peu éclairée, on s'en excuse, c'est difficile de trouver des images de Raymond Herlory qui a été président du FC Metz de 1934 à 1965. Il y a eu quelques petites périodes, entre 40 et 44 où il a pas été président, mais il a été président, on va dire, dans les faits entre 1934 et 1965, donc plus de 31 ans de présidence. Je crois que Jean-Michel Aulas, il s'y approche, il les a même dépassés. Il a 34 ans là, Jean-Michel Aulas, si je dis pas de bêtises. Tu 87. me poses une colle Oui, c'est un ça, peu. je crois que c'est ça, ouais, c'est Il 87 de toute a, façon. il a pris les fonctions en 87. Ouais, donc Donc, ça si fait on ça, ça fait fait les calculs, 34 ça ans. fait ça. Et ensuite, vous le voyez à droite, le président de cette formation du FC Metz qui lui a été président de, 67 à 78. Il y avait une petite période d'interlude entre avant qu'il redevienne président en 83 jusqu'en 2009. C'est Charles Molinari qui, est le Carlo, appelé pour les intimes. Enfin, c'est Carlo Charles, mais dit Carlo Molinari, oui, voilà. Carlo Molinari pour les intimes, qui, ensuite laissa le club, on en parlera juste après, à Bernard Serin ou C'est ça, Bernard Bernard Serin, Serin. On c'est est ça. on va essayer de pas faire d'erreur dans les prénoms. C'est vrai que, c'est assez rare pour être souligné, mais voilà, il y a plein de présidents historiques, de ce championnat de France qui sont restés très longtemps. On pense bien évidemment, à Jean-Michel Aulas, on pense à Loulou Nicolin, on pense à Claude Bèze et c'est vrai que, Carlo Molinari est un nom que, je vais être tout à fait honnête, me parle assez moins, d'autant que, bah, ça reste quand même un président qui a été en charge du FC Metz à partir de 67. 67 années où le FC Metz remonte en Ligue 1, puisqu'il y avait une petite période où c'était descendu en Ligue 2 à la fin des années 60 et cette formation de Metz, je vérifie que j'ai pas dit de bêtises en disant encore Nantes, mais non, c'est bien Metz, qui de 1967 remonte en D1 et il restera jusqu'en 2002. Une épopée énorme en Ligue 1. C'est un club qui restera pendant très, très longtemps en Division 1 et c'est vrai que, bah, le FC Metz est l'un des clubs les plus historiques de notre championnat de France. Un des clubs les plus historiques qui aura connu 2 périodes, on va dire, de grande, joie, de grand bonheur avec tout d'abord la fin, des années, 80, enfin le milieu des années 80, puisque ces années 80 sont ponctuées de vrais exploits comme 2 victoires en Coupe de France en 1984 et en 1988, un huitième de finale de la Coupe des Coupes, l'ancienne C2, en éliminant le FC Barcelone avec une victoire au match retour 4-1 à Saint-Symphorien assez incroyable. Je pense que ça devait être quelque chose à vivre et ensuite, il y aura donc dans les années 90, c'est l'image que vous avez sous les yeux, là aussi une période assez exceptionnelle avec une coupe de la Ligue en 1996, une finale de coupe de la Ligue perdue en 99, mais surtout la saison 1998 avec cette formation de Metz qui échoue à rien du titre derrière le RC Lens puisqu'il n'aura même pas fallu de points, il y avait même pas de points d'écart, c'était égalité de points et malheureusement le FC Metz termine 2e à la différence de but. Tu l'as pas vécu toi du coup, ça Socket, tu encore un petit peu trop jeune. Non, je me demande s'il fallait vraiment le vivre ce moment-là parce que je pense C'est vrai. qu'on aurait cassé beaucoup de choses autour de nous, hein. Ouais, hein. C'est vrai que malheureusement ça a été un moment très, très dur pour cette formation du FC Metz, qui ensuite aura des périodes un peu plus compliquées, les débuts des années 2000, qui sera un petit peu une période, assez terne, mais qui, on dira atteindra son apogée, je vais dire en termes de ternitude, mais c'est absolument pas le bon terme. Vous avez compris l'idée, avec, tu en as parlé tout à l'heure en début de live, un début des années 2010 qui a été très compliqué, un club qui fait l'ascenseur et qui va même descendre en national. Comment tu le, je dirais pas comment tu l'analyses, mais, comment on est arrivé à un club qui descend en national selon toi? Ben, déjà, il y a eu, moi, je crois que le vrai symbole de ça, et ça, c'est un souvenir que je raconte à beaucoup de gens parce que pour moi, c'est incroyable comment des fois tu as l'impression que tout est écrit. On est durant la préparation de cette fameuse saison de Ligue 2 qui, juste avant de descendre en national et du coup, lors d'un match de préparation, il y a l'entraîneur de Metz qui a interpellé, il est au bord du terrain, on est dans un petit stade, campagnard à 2 balles, hein, et en gros, il est interpellé par quelqu'un qui est à côté de moi et il lui dit, «Bon, c'est bon, vous la sentez bien la saison, machin?» Et là, tu as l'entraîneur, on est genre au mois de juillet, hein, qui te dit: «Ah mais non, mais on montera pas la fin de la saison».
D'accord. Je t'avoue que quand il me dit ça, moi je suis à côté, je fais: «OK, ça c'est on est content». C'est ouais, ça devait être, quelque chose quand même. Ouais et du coup en fait, ça résume bien la mentalité je pense de Metz à ce moment-là, c'est qu'en gros on se satisfaisait de la situation et en fait je pense qu'on pour les personnes, c'était un gros on pouvait pas imaginer que Metz descende au niveau comment dire? Au niveau enfin semi-pro quoi. Semi-pro. Amateur, ouais. On pouvait pas l'imaginer, enfin en tout cas les gens de l'intérieur pouvaient pas l'imaginer et du coup, cette saison avec la descente, elle met une vraie claque à beaucoup de monde. Déjà aux supporters parce que, ben, surtout quand tu es jeune supporter et que même si tu as pu connaître, allez à 4-5 ans, la fin des années 90, en fait, tu dis que beaucoup de supporters, jeunes, de mon âge, on est dans la vingtaine, en gros, on a connu que des années, terribles, quoi, en fait. Début des années 2000, c'est pas ça commence à pas être extraordinaire et la suite est absolument terrible et et du coup, bah, tu dis: «Bah, OK, faut qu'on subisse ça». On a subi ça, on pensait qu'il y allait avoir des changements par rapport à ça et avec le recul, tu te rends compte que tu as eu des peut-être une année où tu pensais que les erreurs du passé avaient été résolues et tu te rends compte que, bah, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, que certaines erreurs du passé se répètent à nouveau, quoi. Donc on a l'impression que ça ferait des fois pas mal à certains de rappeler ce que c'est que cette odeur de jouer, contre des Beauvais, contre du CA Bastia. Oui. À l'époque, ça doit faire un peu mal des fois, tu vois? Et du coup, heu, ce qui a suivi de cette descente en nationale et la remontée de national à Ligue 1 puisqu'on enchaîne, 2 montées Ouais. d'affilée, Oui, oui. je pense que tu interroges beaucoup de supporters qui aujourd'hui sont dans leur vingtaine. Je pense que c'est probablement leur meilleur moment de supporter du FC Metz et de loin. Parce que tu sentais que déjà il y avait, le fait d'aller vers l'avant, tu étais si bas et tu remontes à nouveau. Le groupe, avec un groupe enfin composé de beaucoup de joueurs formés à Metz, donc vraie identité, tu sentais que les mecs connaissaient Metz, ça mouillait le maillot tout ça, avec des joueurs formés au club, vainqueurs de la Gambardella en plus, des années, auparavant. Donc tu sentais que tout allait bien, tu vois? Et même après Ouais. ça, d'ailleurs, tu refais des mêmes erreurs, mais en tout cas, nous, pour beaucoup, ça reste la période, qui nous a le plus donné de joie, quoi. C'est pour faire un parallèle, c'est vrai que, quand on avait fait l'avant-match de Strasbourg, c'était aussi ce que nous avait dit notre invité strasbourgeois, que toute l'épopée, depuis la remontée de CFA où le club avait été rétrogradé administrativement jusqu'à la Ligue 1, c'était finalement peut-être les plus beaux moments de supporterisme et je trouve ça vraiment incroyable et pour revenir sur Metz, c'est vrai qu'on a cette image, cette, comparaison avec, l'ascenseur qui se fait très souvent puisque en 2012-13, vous êtes en national, puis vous montez en Ligue 2, vous gagnez la Ligue 2, vous montez en Ligue 1, puis vous êtes relégué en Ligue 2, puis vous remontez en Ligue 1 pour 2 ans, puis vous redescendez en Ligue 2. C'est vrai qu'il y a eu cette période d'ascenseur et depuis, du coup, depuis 2019, le club, de Metz est en Ligue 1 puisqu'il y a eu le trophée, la victoire, en 18-19, cette victoire en Ligue 2 qui est le dernier, j'ai envie de dire titre majeur, mais c'est pas voilà, c'est pas un titre majeur, le dernier gros titre, on va dire, du FC Metz. Ouais, c'est ça, c'est le seul dernier moment, on va dire, heu, bah, de joie ensemble puisque finalement derrière, dès l'année d'après, on commence à rentrer dans le covid et avec toutes les difficultés, qu'il y a eu, donc ouais, ça a été, c'est un peu notre dernier grand moment, de joie finalement et là, on est un peu en train de retomber dans le marasme d'avant, quoi. C'est là Ouais. où c'est un petit peu c'est là où moi un jour j'avais posé une question à des supporters parce que je trouvais ça que le sujet était vraiment intéressant. Est-ce que vous préférez faire plusieurs saisons dans un marasme total de Ligue 1 ou faire des fois des montées-descentes, mais au moins vous savez qu'une saison sur 2 vous allez avoir de la joie? Ouais, Et c'est ça, c'est sûr que un truc qui est c'est dur d'aborder la question comme ça, mais avec le recul, tu te rends compte que cet ascenseur-là, en fait, ça nous a quand même donné une saison sur 2 de la joie, quoi. Donc bon. c'est vrai que c'est une manière de voir les choses. On va passer à l'organigramme actuel, enfin à parler un petit peu plus du club, actuellement. C'était déjà l'entraîneur lors de ce titre, en 2019. Frédéric Antonetti est l'entraîneur de cette équipe et on a dit tout à l'heure que, Bernard Serin, je vais pas dire de bêtises, est le président, lui, depuis 2009.
Voilà, il y a eu cette histoire, avec Frédéric Antonetti qui était venu, puis qui ensuite finalement est reparti, devenu, manager, reparti on va dire et qui a laissé le poste d'entraîneur à Vincent Aignan lors de son épisode avec sa femme. Ça a dû être extrêmement bizarre à vivre en tant que supporter d'avoir un entraîneur qui est là, puis qui finalement s'en va, puis revient ensuite. Comment ça s'est fait déjà, toutes ces choses-là? Alors déjà, faut pas oublier que Vincent Aignan, quand il arrive à Metz, il arrive déjà en tant qu'adjoint, Ouais, amené c'était par l'adjoint de Antonetti. Frédéric Antonetti, oui, oui. C'est ça. C'est un choix d'Antonetti. Antonetti, je crois qu'il a entraîné, a déjà entraîné Vincent Aignan quand à l'époque Aignan était encore joueur. Donc il connaît bien entre guillemets, ça connaît bien la relation était là. Ouais, ouais. Et du coup, finalement, effectivement, il y a cet épisode du départ d'Antonetti, parce que sa femme était gravement malade et que, enfin, finalement, quand il va partir de Metz, on est à la mi-saison 2018-2019. Metz, à ce moment-là, est premier du championnat de Ligue 2. Et donc, Oignon est tout de suite dans l'esprit de continuité de ce que faisait Antonetti est nommé pour être numéro un temporaire, si on veut. À l'époque, Antonetti n'est pas encore considéré comme manager, puisque cette histoire de rôle de manager, elle est trouvée seulement que pour la saison d'après. Hein, D'accord. parce qu'il fallait un peu justifier quand même que le fait que Antonetti n'était plus à Metz, même physiquement. Hein, il était auprès de sa femme dans le sud de la France, ou en Corse, mais je crois que c'était beaucoup plus dans le sud de la France qu'il était. Il fallait quand même justifier que le gars était encore sous contrat, malgré tout, quoi, même s'il était plus Ouais, là, ouais, quoi. ouais. Donc ils ont fabriqué un poste qui est un poste de manager général. Je dis fabriqué parce qu'à Metz, on a quand même un directeur sportif normalement, quoi. Donc Qui est? Enfin, du coup, pour Philippe Gaillot. d'accord, OK. Qui chapeaute toutes les équipes, mais voilà, qui est historiquement le directeur sportif. Et, hem et du coup, Oignon finalement termine la saison 2018-2019. Metz monte en Ligue 1. Question de est-ce qu'Antonetti revient ou pas? Bah, Antonetti ne revient pas, donc Oignon, prend l'équipe, enfin continue à avoir le rôle de l'équipe, en tant qu'entraîneur, principal, bah, durant cette saison 2019-2020. Et du coup, il va, finalement, faire la saison, bah, jusqu'à l'arrêt pour cause de comment dire? De Covid, De ouais. Covid, où notamment la deuxième partie de saison, elle est beaucoup mieux que la première. Et là, c'est là où c'est toujours le moment qui est absolument incroyable dans l'histoire, c'est c'est vraiment ce genre de choses, on est bien à Metz parce qu'on aime bien ces mouvements un peu croustillants. L'adjoint d'Oignon, qui était l'un des adjoints principaux d'Antonessi, annonce qu'il quitte le club, on est vers le mois de mai, il dit: «En gros, je prends ma retraite». D'accord? D'accord. Oignon, à ce moment-là, est toujours l'entraîneur. Ouais. 2 mois après, Antonetti commence à refaire une apparition à Metz, pas encore OK. officiellement en tant qu'entraîneur, est nommé après, par la suite entraîneur au mois d'octobre, puisque Oignon fait le début de la saison 2020-2021 avec au final il est dans un état d'esprit avec l'équipe qui est plutôt bonne Antonetti donc est renommé entraîneur en octobre 2020 et cet adjoint qui est parti à la retraite au mois de Revient. mai, bizarrement, sort de sa retraite et dit: «Je reviens en tant qu'adjoint d'Antonetti» Oh magnifique. et Mais du donc coup, vas-y? on est d'accord que du coup après, que quand Onidi soit revenu, Oignon n'a pas réintégré le staff de Ah Metz? c'est là où ça commence, c'est là où ce retour de cet adjoint était un petit peu la poudre avant que tout explose. C'est parce que, très vite, j'imagine qu'ils ont proposé à Oignon de redevenir, adjoint, hein. Ouais. Et ce qu'on a eu, en fait, c'est tout simplement, bah, ce qui s'est passé notamment en équipe d'Espagne entre Luis Enrique et Moreno. Mmh. C'est-à-dire que Moreno avait fait beaucoup avec l'équipe d'Espagne pour la qualification, c'était pour la coupe du monde de 2018 si je ne me trompe pas. C'était pas pour l'Euro 2020 plutôt? Ou Je ou peut-être l'Euro 2020 effectivement, mais qui était donc reporté l'année Oui. d'après donc oui, c'est ça, tu raison, effectivement, l'Euro 2020 et du coup, ben, Moreno voulait la faire. Il dit: «Bah, attendez, j'ai bossé pour la faire, je suis légitime» et je pense que Metz était victime de la même chose. C'est qu'Oignon ne voulait pas D'accord, ouais. revenir à son statut d'adjoint. Lui, il avait fait finalement de la période d'entraîneur numéro 1 avec Metz et il estimait légitime d'avoir quelque chose de similaire à Metz ou dans un autre club. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au final, Oignon est parti. Bon, finalement, sa carrière d'entraîneur par la suite a pris un tournant assez tragique, hein, notamment du côté du Luxembourg, hein, où il s'est fait virer au bout de quelques mois.
Et Antonetti, pour terminer l'arc de l'histoire, Antonetti, quand on l'interrogeait sur le sujet, parlait comme si en gros l'épisode Oignon n'avait jamais existé. Qu'en D'accord. gros, les décisions de tactique, machin, c'était pas vraiment Oignon qui les prenait, mais que finalement il avait toujours son mot à dire, malgré le fait qu'il était à 1000 kilomètres de Metz. Donc après, vous Ouais. en, vous en pensez ce que vous voulez. Et moi, je connais aucun entraîneur qui dirige une équipe à 1000 kilomètres de là. C'est vrai que ça paraît assez incroyable. Tu t'en parlais tout à l'heure, j'ai vérifié ça très rapidement. Frédéric Antonetti qui a entraîné, le club de Saint-Étienne entre 2001 et 2004 et le club de l'OGC Nice entre 2005 et 2009 et pour l'anecdote, Vincent Aignan, lui, a été joueur de Saint-Étienne entre 2002 et 2007 et de Nice entre 2007 et 2009, donc il l'a connu dans les 2 clubs. Voilà pour le petit lien entre les 2. Ça. Pour revenir sur ce sujet-là de l'Olympique Lyonnais et du FC Metz en rapport avec ce match, Tassour, on va passer aux enjeux de cette rencontre avec ce classement que vous pourrez avoir sous les yeux dans quelques instants. L'Olympique Lyonnais est 13e de Ligue 1 avec son match en retard contre l'Olympique de Marseille et le club de Metz est 18e. Au final, Tassour, pour se lancer sur l'Olympique Lyonnais, l'enjeu, il est de bien terminer 2021 et d'espérer pouvoir grappiller 2 ou 3 places dans le milieu de peloton pour pouvoir retrouver une place plus proche de l'Europe avec ce match en retard face à l'OM. C'est assez serré. C'est assez serré cette Ligue 1 cette année. Il n'y a que le PSG qui est vraiment, vraiment devant. Après Oui. le reste, on a vraiment un gros peloton pour les places, enfin les dernières places européennes, on va dire. C'est-à-dire que si on gagne ce match, on peut remonter à la 7e place, sachant qu'on a un match en retard. Et si on gagne les deux, on peut remonter à 4e place au niveau de l'OGC Nice. Enfin, c'est complètement fou. Vas-y, dis, tu voulais dire Je, quelque chose? je crois, il faut vérifier, mais il me semble qu'il y a une erreur sur le classement et l'OL doit avoir 22 points avec la pénalité de points qu'on a pris après le match face à Marseille, mais Oh, je perds de bêtises. possiblement qu'ils en Quoique, bah que non, ça a été on oublié. a récupéré le point du 1-1, du 0-0 face à Lille, donc oubliez ce que je viens de dire. Très Tout bien. va bien. Et puis c'est Tout la va même bien. chose pour Metz. Hein. Metz qui est à 15 points actuellement. S'ils prennent 3 Bah, points, du coup, ils peuvent. pour revenir avec Socket, c'est vrai qu'en plus de ça, le dernier match était une victoire face à Lorient. C'était vraiment un match à ne pas perdre. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que cette équipe de Lens, c'est dans une situation. De Lens, n'importe quoi, de Metz, je vais Tu vas arriver. tous les faire. Hein. Je vais toutes les faire, hein, toutes les équipes du Nord, c'est Tu peux parti. faire Nancy, tu peux faire Nancy aussi si tu veux, hein, si tu veux mettre un peu d'ambiance. Tu peux faire Nancy. Voilà. On va les laisser en Ligue 2, globalement, je pense que ça suffira. Ah, ouais. Metz, du coup, qui est 18e, c'est vrai qu'une seule victoire pourrait vous ramener à la 15e place avec 18 points, sous réserve bien sûr de faux pas de Troyes, Clermont et Bordeaux. Au final, tout n'est pas perdu côté messin, même si tu l'as dit, pour le moment, c'est compliqué au niveau du jeu. Oui, enfin, c'est bien sûr pas encore fait, même après ce qui peut se passer contre Lyon, 19e journée, il te reste encore 19 matchs derrière. Ça Bien peut sûr. aller très, très vite. Les séries, encore une fois, c'est que l'année dernière, des équipes comme Lorient, je m'en souviens très, très bien, ont fait une première partie de saison catastrophique et la deuxième partie de saison a été extraordinaire et ils se sont un peu plus donné d'air avec là-dessus. Donc, il suffit de démarrer une série et tu peux, je dirais mentalement, changer un peu les choses. Après, c'est sûr que nous, de ce que l'on voit, en fait, tu n'as pas une production de jeu constante au point de te dire, tu veux, c'est sûr que tu vas remonter la pente, et que tu vas Ouais, pas rester dans cette situation-là, quoi. Comme je l'ai dit, Lorient, ça reste quand même des situations où tu as 3 coups de pied arrêtés qui te donnent un but contre son camp. Nice, c'est une action, cadrée qui donne, 1-0 victoire. Nice qui derrière est maladroit aussi. Je veux dire, c'est beaucoup de hasard heureux. Mais malheureusement, si tu te bases que sur ça, ben, tu peux pas te dire aujourd'hui qu'une victoire contre Lorient, parce que certains vont nous dire, est-ce que c'est un déclic? Aujourd'hui, mais c'est clairement impossible de le dire en fait. Et chaque match, chaque même potentielle victoire, on peut pas dire c'est un déclic quoi, à l'heure actuelle. Quoi. ouais. Donc c'est dommage. C'est très 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 incertain, mais il reste encore 19 matchs et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à la suite de ces matchs. Hein.
Même si tu regardes d'un point de vue un petit peu, pas à l'échelle d'une demi-saison, mais juste de quelques matchs, tu regardes Brest qui était très mal placé il y a Que j'allais quelques dire, journées. Bien Ils sûr. ont enchaîné 4 ou 5 victoires 6 d'affilée. victoires Ils, d'affilée, ils se 6. retrouvent devant Lyon, là. Genre, Mais c'est fou. c'est la progression de Metz et de Metz. Espérons pour Metz, hein, on vous le souhaite. Je vais tous les faire, hein. La progression de Brest est assez incroyable. Aucune victoire en, je crois, 11 matchs, quelque chose du style. C'est ça, Ouais. 11 matchs. Et ils enchaînent 6 victoires d'affilée à un tel point qu'ils gagnent le vendredi soir. Et avec 6 victoires d'affilée, meilleure série de toute l'Europe confondue, parce qu'en plus, ils claquent des 4-0 à Lens, des scores du style, tu vois. Tu te dis, mais Zakarian est devenu Jürgen Klopp, on a perdu un truc. L'Arménie, c'est le. Enfin, bref. Euh, et au final, cette équipe de Brest, tu te connectes, tu regardes le SofaScore ou ton équipe, et tu vois classement en direct, et tu vois Brest 7e ou 6e, et tu dis, mais ils n'étaient pas derrière là avant. Et c'est vrai que c'est le charme de cette Ligue 1 aussi, parce que tout le monde est hyper proche. Et il suffit de 2 petites victoires de Metz et 21 points, on a déjà recollé le top 14. Et on n'est pas au rugby d'ailleurs, mais du coup, je me perds, je fais dans des digressions qui ne servent à rien. Bref, du coup, voilà, c'est tout ça pour dire et pour aller jusqu'au fait que rien n'est perdu dans cette Ligue 1, d'autant que c'est la mi-saison et on va y venir maintenant avec ces compositions d'équipe. C'est un match qui peut vraiment réserver de très belles choses. Tassour, parlons un petit peu de cette composition lyonnaise qui du coup est à droite mais devrait être à gauche puisque je vous le rappelle, on est à domicile et on n'est pas à l'extérieur. L'OL qui, on le pense, c'est une composition probable évidemment, pourrait reconduire sa défense à 3. Ouais, et défense à 3 qui avait bien marché la dernière fois qu'on l'a aligné, avec un Castello, Lukeba, Boateng, Da Silva qui sont plutôt bons Les ensemble. En 3 tout cas, survivants en charnière. c'est les 3 survivants, hein, sachant que les 2 autres défenseurs centraux sont blessés, en tout cas pour le moment. Devant, on a un Bruno Guimaraes, un Cacré, qui sont là depuis le début de la saison et qui font très bien le job. Normal qu'ils soient alignés, en tout cas, pour ce match. Et j'ai oublié Emerson sur le côté gauche et Malo Gusto sur le côté droit. On espère qu'il va être devant Dubois qui est pas blessé, hein, je crois pas. Non, non, il est bien là. En tout cas, au niveau de ses prestations, Gusto a largement la possibilité de passer devant le- l'officiel capitaine, hein, de l'Olympique Lyonnais, faut pas l'oublier. Et c'est offensivement où c'est très intéressant parce que on va pas se mentir, c'est le facteur X de l'OL, c'est l'offensif avec Paqueta qui revient, qui était suspendu contre Lille, et Oui. Oussem Aouar qui pourrait se placer un peu en mi-offensif pour faire les passes décisives éclairs dont il a le secret. Pour alimenter les deux attaquants. Exactement, les 2 attaquants donc seraient à 2, Dembélé et Paqueta. Euh, Essayer de changer un peu, de ne pas avoir Paqueta complètement à droite, un peu isolé, et un Dembélé tout seul. On a vu que les précédents joueurs qu'on avait alignés tout seuls dans l'axe, en attaquant, avaient énormément de mal Oui. à jouer, hein, tout simplement, parce qu'ils étaient dos au jeu, ils n'arrivaient pas à se retourner, ou alors il fallait vers un exploit individuel. Bref, tactiquement, c'est pas le mieux. Et on espère en tout cas qu'avec nos latéraux Emerson, Gusto, qui sont des profils assez offensifs, on va pouvoir bien être efficace offensivement, et que Dembélé puisse enfin mettre un but qui compte, parce que son but était magnifique contre le Paris Contre le FC, Paris FC, oui. mais malheureusement, comme on sait, le match a été arrêté. Oh, c'est vrai que j'ai fait les compositions d'équipes probables avec les conseils bien évidemment de Socket pour ce qui est de Metz, on en parlera juste après. Et c'est vrai que cette attaque à 2 Dembélé-Paqueta, parce qu'il y a plus logique, on pourrait se dire, mais en fait, mettons Paqueta simplement en numéro 10 avec Oussem Aouar et Dembélé seul en pointe. Maintenant, je me tiens au fait de ce que dit également le coach en conférence de presse. Et Peter Bosz disait que l'attaque d'avoir 1 ou 2 pointes dépend évidemment du système adverse et de la manière dont l'adversaire relance et dont l'adversaire essaye de construire le jeu. Et c'est là que la transition est toute trouvée, Socket. Parlons de cette formation de Metz qui, elle, de relance et défend avec une défense à 5 ou à 3.
Oui, d'ailleurs, je trouve que ton alignement, enfin votre alignement, pardon, de Delaine, Santos au niveau de Boulaya est très optimiste, hein. C'est vrai. Il y a de j'avoue quand même que je trouve admirable cet optimisme dans le positionnement. Parce que en fait, le positionnement que vous faites de Lyon me semble être beaucoup plus adéquat par rapport à la réalité de ce que va être le match de mercredi que nous. Mais, mais du coup, oui, ben, effectivement, alors attention quand même parce que la composition là, et surtout l'animation tactique qui est un peu celle qui est à l'écran, euh, j'ai mis celle, enfin, je vous ai conseillé celle-là parce que c'est celle qui avait été mise en place contre Marseille et contre Nice. D'accord. Les Donc, deux adversaires ont un point commun, c'est que c'est des adversaires qui sont entreprenants offensivement et qui ont, on peut le dire, beaucoup de cartouches pouvant allumer notre défense, quoi. ouais, Et je pense que vous en avez quand même pas mal. On est d'accord. d'accord, ouais, ouais. Avec tout, je pense que vous en avez quand même pas mal. Donc du coup, si jamais comment dire, il refait la même stratégie de se dire en gros, bah nous, on va attendre d'ailleurs, comme il avait fait d'ailleurs à Lyon la saison dernière, hein. À un moment Donc, donné, c'est qu'en gros, on va vous attendre et puis on va essayer de profiter des contre-attaques et de voir ce qu'on peut faire avec. Une vous aviez stratégie moche, gagné, hein. Oui, tu disais? vous aviez gagné 1-0 l'année dernière, si je Ouais, dis pas de ouais, but bêtises, en de Leia plus. Iseka avec le Oui, fameux, ah oui, Aaron Leia Iseka, oui. la fameuse histoire du but refusé pour Lyon, on pourrait en parler très longuement. Euh, Ah oui, oh oui, le but d'Awar refusé. oui, 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 je m'en Enfin, je crois que c'était souviens. Awar. Et donc, Oui, du oui, coup, de la tête avec un, oui, oui, oui. ouais, on va pas refaire le débat ici parce que c'était un long débat, même si je comprends. Reprenons. Voilà. Donc du coup, donc non, attendre Lyon et récupérer et essayer d'aller vers l'avant. Stratégie moche, mais qui malheureusement est très FCMS depuis qu'Antonetti est notamment en charge de l'équipe en Ligue 1, face notamment aux grosses équipes, hein. On n'aime pas trop faire le jeu. Et donc du coup, ça va être, ouais, c'est ce qui va être tenté à nouveau, je pense. Alors certains m'ont peut-être dit oui, mais il pourrait peut-être garder son système à 4 défenseurs. Euh, Antonetti est un coach qui a peur. Il a peur, il n'a pas confiance comme il aime pas faire le jeu, bah pour lui, une stratégie à 4, ça, défenseur, c'est trop risqué. Et contre les grosses équipes, il a tellement peur qu'il va remettre 3 défenseurs centraux derrière. Et puis, il va chercher à bétonner, quoi. D'accord, ouais. C'est moche, mais c'est so FCMS, hein. Qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça. Écoute, on espère en tout cas qu'on pourra avoir un beau match. Si de ton côté, tu dois nommer un danger offensif ou même défensif, enfin un joueur qu'il faudra suivre de très près côté Messin, ce serait qui? Alors, bah, évidemment, l'un des miracles, hein, parce que si Metz n'a pas de miracle, Metz ne peut pas faire grand-chose. Donc, bah, évidemment, Farid, hein, sur un coup de pied arrêté, que ce soit indirect ou en termes de centre de type corner ou même coup franc, ça passera par un gros Farid. D'ailleurs, comme ça a été le cas la saison dernière chez vous, hein, parce que Monsieur Laïseka marque quand même sur une inspiration de génie de Farid Boulaya, hein. Je vous invite à Oui, revoir son dribble, enfin plutôt quand il ramène la balle avec son pied droit et qu'il élimine le nez, qui met en profondeur pour Laïseka. Donc c'est des coups de génie comme ça qu'il va nous falloir. Et après, voilà quoi, il y a aussi la constance d'un Nicolas Depréville qui, mine de rien, est peut-être la seule vraie satisfaction côté FCMS depuis le début de la saison. Étonnant, mais qui pour autant a l'air d'être vraiment avoir un âme de leader dans cette équipe, hein, contrairement aux autres. Mais ça reste quand même Boulaya quand même qui est, je dirais, le facteur X qui peut peut-être faire espérer plus qu'un match nul, quoi. la petite fulgurance d'un Farid Boulaya, c'est vrai que sur un coup de pied arrêté, on aime bien prendre des coups de pied arrêtés par des équipes mal en championnat. On peut se rappeler du coup franc de Lorienté face à Lorient. Et c'est vrai que ça va être un vrai danger, qu'il va falloir correctement museler ce numéro 10, d'autant que le Lyonnais a beaucoup de difficultés. Quand il y a un numéro 10 face à nous, on avait déjà eu l'expérience dans un système un peu similaire en deuxième période face à Metz, quand il y avait la rentrée face à Metz, face à Lens, quand il y avait eu la rentrée de Gaël Kakuta. On a eu beaucoup de difficultés face quand il y a un meneur de jeu vraiment un numéro 10 entre les lignes. Et c'est vrai que c'est sur ce côté-là, peut-être que cette formation de Metz pourrait vraiment nous faire mal. De ton côté, Tassour, est-ce qu'il y a un joueur que tu sens bien pour cette rencontre? Est-ce qu'il y a un joueur côté lyonnais
qui selon toi va devoir être, à observer très attentivement? Non pas que tu aies envie enfin non pas spécialement que tu penses qu'il va faire quelque chose d'incroyable, mais un joueur sur lequel tu auras une attention particulière? Ouais, moi j'aurais un œil sur Lucas Paqueta qui, ces derniers matchs, n'a pas été exceptionnel, en tout cas pas à son niveau qu'on a connu au début de saison. Et Lucas Paqueta placé, en tout cas dans cette composition, avec un Moussa Dembélé qui revient de sa blessure. Euh, J'attends beaucoup de lui. C'est vrai qu'il a pas trop eu le temps de souffler ces derniers temps. Il a pas mal enchaîné, que ce soit avec sa sélection brésilienne ou l'Olympique lyonnais. Et le fait qu'il ait été absent contre Lille, je pense que ça lui a permis de souffler un Et peu, puis de le fait prendre aussi qu'on ait eu que une 45 minutes respiration. contre, contre Paris, Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est c'est vraiment dommage. c'est dommage, c'est sûr. Mais voilà, Lucas Paqueta, il a quelque chose à montrer sur le terrain ce soir. Enfin, ce soir, dans 2 jours plutôt. Ce soir, il n'y a pas de match. Euh, voilà. Voilà. Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion à passer à la Voilà. dernière partie de ce live. Ça va faire quasiment 1 heure qu'on est ensemble pour parler de ce OL FC Metz. Alors bien évidemment, vous le voyez sur votre écran, les deux logos sont inversés, parce que je le redis une 4e fois depuis le début de ce live, je pensais qu'on était à Metz pour cette rencontre. Quel est selon toi, très Hop là. objectivement, et on peut aussi te demander ton avis un peu moins objectif, mon cher Socket, sur le pronostic de ce match entre l'OL et le FC Metz? Heu, Bah, le souci qu'il y a, c'est que Lyon à domicile, c'est plutôt bon cette saison, quoi. C'est vrai. J'ai l'impression. Est-ce qu'on a Donc perdu à domicile? Oui. oui, je Bah, crois que vous avez perdu, si je me contre trompe pas. Reims. Ah, bah voilà. Mais une fois, du coup. Ouais. Oui, une fois et 3 nuls, dont le dernier nul, ça remonte à Lorient. C'est vraiment à l'extérieur notre problème, en général. Bah, l'OL à l'extérieur est pour le moment 15e. Voilà, Ouais, voilà. clairement. Mmh. Donc c'est pour ça que j'aurais été un peu plus enfin encore, on aurait joué à domicile, donc non. Mais oui, mais donc ça marche pas. Non, mais on va dire que l'espoir, ça serait au moins d'accrocher le nul, Ouais, au moins ça, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais sur le fait qu'Antonetti va bétonner. Parce que lui, il sait très bien que s'il bétonne et qu'il arrive à ne pas encaisser de but dans les 30 premières minutes de jeu, il sait que la proba que le match se termine sur un score nul, est plutôt forte. ouais. Donc je pense qu'il va chercher ça, c'est qu'il va chercher à pas faire l'erreur qu'il a faite contre Monaco, où je pense que contre Monaco, il voulait faire la même chose, mais ça a tenu 2 minutes. Donc là, je pense qu'il va chercher ça. Donc ouais, on va dire que si pour faire mon petit optimiste, je vais dire, le match nul, et si on doit dire un score, allez, pour le beau jeu, je vais dire un partout. Et toi, Tassour, quel est ton pronostic pour cette rencontre? Mon pronostic, en vrai, je pourrais le mettre pour chacun des matchs de l'OL, hein. C'est un 2-1 ou 3-1, mais pas de clean sheet, tu vois. Il y a toujours une petite faille dans le dispositif. Et le problème, c'est que si on n'est pas efficace devant, et ben en fait, ce 3-1 ou 2-1 peut vite se transformer en 0-1. En 0 Ou 1 en, ou en 1-1? ouais, ou en, bref. Bon, allez, je vais partir sur un 3-1 parce que j'estime que Lucas Paqueta et Moussa Dembélé, le duo va bien marcher, sachant qu'on l'a très peu vu cette saison, dû notamment à la blessure de Moussa. Euh, et vu que c'est, je pense, en tout cas, historiquement, Dembélé, c'est un très gros buteur sur ces dernières saisons côté OL, et Lucas Paqueta c'est un sacré talent quand même. Donc les deux alliés, ça peut être très efficace, et je l'espère en tout cas pour Lyon, parce qu'on a besoin de points. Bah, Donc voilà, un 3. me concernant, c'est vrai que en fait, la vraie clé de ce match, ça va être de savoir si l'OL trouve sa bonne animation offensivement. Pour ce qui est du match, face, à Bordeaux, le premier match où on avait testé cette charnière à 3, il y avait Lucas Paqueta en pointe, dans un rôle de faux neuf, et Shaqiri Yaour sur, le rôle de numéro 10. Pour ce qui est du match face aux Rangers, on était repassé dans une défense à 4, donc
de ce point de vue-là, pas de problème. Et ensuite, on avait eu ce match face au LOSC, où on avait rechangé de système à nouveau dans cette défense à 3, avec cette fois-ci un seul numéro 10 et deux attaquants, Oussama Aouar et Slimani Dembélé. Contre le PFC, on avait encore une animation qui changeait dans les hommes, plus que vraiment dans le système, puisque contre le Paris FC, on avait Moussa Dembélé en pointe avec Oussama Aouar et Lucas Paqueta. Et c'est vrai que il faut savoir trouver la bonne animation et je pense que ça passera par cette bonne animation des 3 offensifs pour vraiment trouver la faille offensivement et pouvoir marquer, le 1er but. Le premier but va être hyper important. En vérité, l'Olympique Lyonnais, sa stratégie, c'est on sait qu'on va prendre un but, donc autant en mettre le maximum possible. La Pour ça, question, faut c'est qu'ils quand? et la vraie question, c'est comment on arrive à faire animer correctement cette attaque. Et dernier petit point, il faudra savoir beaucoup mieux utiliser les pistons qui Mm, sont intéressants dans leur apport. Ils peuvent apporter énormément sur les ailes, surtout quand tu joues avec 2 numéros 10 et un buteur. Fait que tu as pas de vrai ailier, c'est les pistons qui amènent la largeur et on les a trop peu utilisés, on les a trop peu sollicités lors des dernières rencontres. Donc ça va être extrêmement important de voir vraiment comment cette attaque à 3 pourra être, enfin cette défense à 3 pourra être animée. Déjà, on sait même pas si c'est une défense à 3 ou s'ils vont repasser à 4 derrière, qui selon moi serait une erreur. Mais en regard de tout ça, parce que ça fait longtemps que je parle, je j'espère voir l'OL trouver la solution offensivement et partir sur un 2 ou 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. ce serait beau. Ce serait beau. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été présents dans le chat, d'avoir été présents avec nous. Merci beaucoup Tassour d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir. Merci également à toi, Socket, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle, la Maison du Grenat, c'est ton compte Twitter. Tu fais également des podcasts sur YouTube où tu parles de l'actualité du FCMS. Merci beaucoup d'avoir été présent. Bah, merci à vous pour, voilà, pour, m'apporter ma dose de joie, qu'est le FC Metz, hein, voilà, c'est toujours très plaisant d'avoir des gens qui me poussent pour ça donc non mais vraiment super, merci encore pour l'invitation et très heureux d'avoir pu, partager ce moment en votre compagnie. Le moment était agréable et il est partagé aussi avec nous. On est très heureux, vous toutes et tous, d'avoir été présents dans le chat. N'hésitez pas à partager la rediffusion de ce live si vous regardez la rediffusion. Et si vous ne la regardez pas, vous pouvez la partager quand même, hein, on ne vous en voudra pas. Pour ce qui est de football, vous pourrez retrouver dès le match de mercredi soir, dès la fin de la rencontre face au FC Metz, l'après-match avec Tassour Teken et Ferrandinho. Sauf si le match est annulé. Hein, Ça arrive souvent en ce moment. Malheureusement, on dit jamais 203. On espère pour une fois se tromper. Donc, s'il n'y a pas de problème, normalement, vous avez l'après-match et le débrief de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz qui sera à domicile à 21h sur Prime Video mercredi soir. Vous retrouverez Football juste après pour le débrief. Le lendemain, vous aurez le débrief écrit. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. En attendant, en ce lundi soir, nous vous souhaitons une bonne nuit à tous, une bonne soirée. Et nous, on se dit à plus tard pour un prochain après-match. Un prochain avant-match, pardon, ce sera en 2022. J'ai envie de vous dire, étant donné que normalement on n'est pas censé se revoir, bonne année à tous. Au revoir. Joyeuses fêtes.